Venus de presque toutes les régions du Bénin, ces acteurs des médias participent à un atelier de formation sur la gestion des urgences de santé publique, initié par les responsables du projet régional pour le renforcement des systèmes de surveillance des maladies rédicées, un projet du gouvernement béninois. Cet atelier vise à équiper ces journalistes à transmettre le bagage nécessaire pour un traitement judicieux des maladies liées à la santé au Bénin. Mais c'est surtout pour renforcer votre capacité sur le rôle que vous aurez à jouer en cas d'épidémie au Bénin, en cas de crise sanitaire. C'est surtout vous outiller afin que vous puissiez donner en temps réel ou partager en temps réel des informations vraies, vérifiées pour accompagner réellement tout l'arsenal mis en place aujourd'hui pour faire face aux épidémies et en général aux crises sanitaires. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, le gouvernement travaille activement pour que ces genres d'événements soient, que les acteurs soient préparés, c'est-à-dire soient outillés pour la prévention, mais aussi pour la riposte lorsque ces événements surviennent. Et sans en avoir l'air, dans la mise en œuvre du projet, nous avions constaté que les acteurs des médias constituent aussi des parties prenantes importantes. Le diagnostic s'est accentué lorsque, en vous invitant à la couverture des activités du projet et autres, nous avions senti, même s'il y a un dossier de presse qui est soumis et autres, nous sentons toujours que le message véritable passe, mais pas à 100%. Cet atelier vient à point nommé selon les acteurs des médias qui seront mieux aguerris pour livrer la vraie information à la population béninoise dans le secteur sanitaire. Déjà, ça permet une meilleure connaissance des différents phénomènes parce que chacun peut avoir son idée, sa culture sur le mal, mais une formation, à savoir les connaissances apportées par les spécialistes de la question, vous permet d'avoir une meilleure connaissance, d'élargir vos horizons de connaissances sur la question. Et en tant que journaliste, comme il s'agit de formation de journaliste, ça vous permet de savoir comment formuler les messages, les informations destinées aux populations, singulièrement aux auditeurs qui vous écoutent. Et l'objectif, c'est de permettre aux journalistes d'être aguerris et à travers cet atelier, permettre que vous ayez les outils nécessaires, les personnes ressources nécessaires, les contacts aussi nécessaires et quand est-ce qu'il faut les toucher, comment est-ce qu'il faut les toucher et en cas de pandémie, répondre efficacement. Il ne suffira pas simplement que les journalistes attendent que les organes ou les structures leur envoient une invitation pour venir à une activité, traiter une information, que le journaliste lui-même aille à la recherche de l'information, à la rencontre des personnes ressources en traitant les émissions, en traitant les sujets. C'est pour ça le profil est divers. Il n'y a pas que les journalistes de la télé, il y a la radio, il y a la presse écrite, il y a les médias en ligne aussi. Et ce n'est pas aussi seulement en français, c'est aussi dans toutes les langues, en fond, en MENA, en Adja. Et cette mixité-là des organes de presse permet de partager aussi les expériences, que ce soit les journalistes du Sud, du Centre, du Nord Bénin. Nous allons tous partager nos expériences ensemble pour savoir quel est notre rôle et responsabilité en tant que journaliste. Plusieurs communications et débats feront également le menu de ces 2 jours de travaux. 358 prisonniers sont désormais libres de leur mouvement au Bénin. C'est la grâce qu'accorde le président Patrice Talon à ces détenus, officialisé par un décret présidentiel en date du 6 décembre 2023. Les prisonniers concernés sont des personnes condamnées à des peines criminelles ou correctionnelles par les tribunaux de la République du Bénin avant le 31 juillet 2023 et dont les condamnations sont devenues définitives. Grâce présidentielle. C'est une très bonne chose que le président de la République puisse
gracier des gens. Mais est-ce que c'est effectif? Si cela est effectif, on serait en train de voir quand même certaines personnes qu'on ne voyait plus en circulation. Depuis que j'ai appris la grâce présidentielle de ce nombre, je me pose une seule question. Le même chef de l'État a reçu les démocrates le 27 novembre passé et les a promis et a même donné l'ordre à son ministre de la Justice que ces étudiants qui sont en prison et qui croupissent en prison depuis 4 ans et qui sont en train de perdre les cours, qui seront libérés. Le chef de l'État aussi avait promis libérer des étudiants. Quand il avait reçu le président Yahya Boni, avec, je ne sais pas si ces étudiants-là sont dedans. S'ils ne sont pas dedans, vraiment, le chef de l'État n'a pas tenu ses promesses. Il a dit qu'il a donné des instructions au ministre de la Justice et autres. Nous, on avait même cru que c'est avant le 1er janvier que cela devait intervenir. S'ils sont dans ce lot, c'est une bonne chose. Mais s'ils ne sont pas dans ce lot, le chef de l'État n'a pas tenu ses promesses. Puisqu'on a dit de ces détenus graciés, il y a des cas de condamnés à mort. Là où je m'en vais appeler nos dirigeants, puisque nous ne sommes pas lettrés, ne nous dit-on pas que la peine de mort est abolie au Bénin? Et aujourd'hui, on nous parle de condamnés à mort graciés. Les détenus, ceux-là qu'on appelle détenus, doivent avoir une grâce présidentielle. Aujourd'hui, ça doit commencer par ces deux. Parce que ces deux ont été très utiles pour notre nation dans le passé. Je pense qu'ils continuent d'être encore utiles. Et ils seront encore utiles dans l'avenir. Jusqu'à l'heure où nous parlons, jusqu'à la prise de cette décision, est-ce que c'est fait? Est-ce qu'ils sont concernés, ces étudiants-là, aujourd'hui? Crée un problème au niveau du parti qu'on appelle les démocrates. Les militants réclament aux chefs qui n'ont pas fait quelque chose pour qu'on puisse libérer leurs gars. Je ne sais pas si le nouveau décret est en train de prendre en compte tout ce monde-là. Parce que 300 et quelques, c'est quand même beaucoup. C'est bon, l'initiative est bonne. Je vais faire encore l'appel au gouvernement et à son chef de faire encore plus. Parce qu'on souhaite une cohésion, une paix dans ce pays. Si ceux-là, on a fait une grâce et cette tête de pont, des gens sur qui l'opinion a les yeux et ceux dont on les accuse, le peuple n'a pas un éclaircissement sur là-dessus. Et on nous livre 2 versions sur leur condamnation, qu'on revoit ces cas-là. Je vais féliciter le président de la République, même s'il reste encore à faire, qu'il gracie, ça veut dire l'esprit de pardon y est. Cette grâce présidentielle vise essentiellement à offrir une seconde chance aux prisonniers ayant démontré leur volonté de se réinsérer dans la société. Deux buts à 0 était le score final en faveur des Amazones face aux Algériennes qui pourtant avaient tenu en échec ces Amazones durant les 45 premières minutes. Face à cette prouesse, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou livrent leurs impressions. Spontanément, je vais dire félicitations à ces derniers qui déjà sont en train de montrer que on peut croire en elles. Alors, ce n'est que juste les phases éliminatoires. On espère qu'elles passent là-bas et qu'elles soient en phase finale. Et une fois en phase finale,
qu'elle ne fasse pas piètre figure. Parce que contrairement au Guépard, de plus en plus, l'adhésion populaire s'est escomptée. Donc les gens ne sont plus intéressés par les matchs des Guépards. Et si aujourd'hui la version féminine est en train de faire mieux, c'est à leur actif. On leur demanderait alors de prouver qu'elles pouvaient faire mieux que l'équipe masculine. Moi, je félicite les Amazones du Bénin pour cette bonne prestation qu'ils ont eu à faire. Et ça montre que le Bénin a de l'avenir à la longue. Et ce que moi je demandais à la Confédération béninoise de s'occuper de ces jeunes filles qui s'émerveillent, qui veulent toutefois soulever le drapeau béninois à l'extérieur. Connaissant bien en particulier le football béninois et le sport béninois en général, cette victoire hier n'est que du saupoudrage. Cette victoire n'est pas convaincante. Tout d'abord, le football béninois est sérieusement malade. Il ne s'agit pas de quelques victoires sporadiques pour dire que ah oui on a gagné, pour se gargariser. Non, allons en profondeur des mots qui minent le football béninois. Les mots qui minent ce football est profond et ça date depuis des années. Regardez, les Écureuils en 2019 sont allés en quart de finale. Ils ont éliminé les Marocains en 8e de finale. Mais qu'est-ce que le Maroc a fait? Le Maroc a dissous complètement toute l'équipe, même l'équipe de la fédération, même le ministère des Sports marocain. Mais quand ils ont repris, vous avez vu, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Et ils sont allés en demi-finale en Coupe du Monde. C'est ça. Il pense également que les Amazones ont la chance d'aller très loin si les autorités compétentes s'occupaient d'elles et pensaient autrement le football béninois. Depuis 2 ans maintenant en matière footballistique, le Bénin est en nette régression. Si on s'en tient à notre dernière qualification, c'est à la CAN 2019 avec les prouesses qui ont été réalisées depuis 2019, 4 ans après maintenant. Plus rien. On a perdu successivement contre les équipes qui ne valaient même pas la peine pour nous battre. Et on se dit même, est-ce que ce n'est pas un malaise général au niveau de la fédération du football? Alors, nous pensons que les femmes peuvent faire mieux. Parce que si on mise quelque part et ça ne produit pas, il faut orienter le budget ailleurs et donner ce qu'il faut pour que les gens croient désormais au football sur le plan national. Ils ont la chance d'aller loin. Si le gouvernement béninois s'occupait d'eux et qu'eux aussi ils s'adonnent ou bien elles s'adonnent, ça c'est bon. Ils ont la chance d'aller loin. On ne triche pas avec le football. Vous trichez avec le football, ça vous rattrape. Préparez la relève. L'équipe d'hier a fait de son mieux. Je félicite l'entraîneur. Mais je ne sais même pas si on a même une direction technique de football. La direction, c'est comme une entité qui gère le football depuis la base jusqu'au sommet. Commencez par préparer la relève. Ayez au moins 3 grandes écoles de football et des centres de formation. Revoir le système éducatif. Pour le moment, l'on se contente de cette belle victoire des Amazones tout en espérant qu'elle récidive aux marches retour à Alger. Les fans de football se préparent à une confrontation palpitante alors que les Super Eagles du Nigeria s'apprêtent pour une demi-finale difficile contre l'Afrique du Sud, selon les dires de l'entraîneur-chef José Peseiro mardi. Ce match ravive les souvenirs de la demi-finale de 2000 où les Super Eagles avaient triomphé 2-0 à Lagos. Jusqu'à présent, nous avons fait preuve d'un bon esprit d'équipe, d'engagement et de sacrifice. Nous avons joué comme une équipe, nous avons un match difficile contre une bonne équipe nationale et nous voulons battre l'Afrique du Sud pour atteindre la finale. C'est notre objectif.
Les Super Eagles espèrent ajouter une 4e étoile à leur palmarès, le dernier titre remontant à 2013. En revanche, l'Afrique du Sud, avec une seule victoire en 1996, aspire à écrire une nouvelle page de leur histoire dans ce tournoi. Cela fait plus de 20 ans que l'Afrique du Sud a joué la demi-finale. Et encore plus depuis que nous avons joué la finale, ce qui signifie que nous avons beaucoup de motivation. Pour la demi-finale, nous l'avons déjà, mais nous voulons jouer la finale dimanche prochain. L'Afrique du Sud n'a battu le Nigeria qu'une seule fois lors de leurs 10 dernières confrontations. Les fans peuvent s'attendre à une rencontre intense alors que les deux équipes se disputent une place en finale. Samuel Eto'o va finalement garder son poste à la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est ce qu'ont décidé les membres du comité exécutif qui ont rejeté la démission de l'ancienne légende du FC Barcelone. Eto'o avait présenté sa démission de la présidence après les mauvaises performances de l'équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations disputée en Côte d'Ivoire. Les Lions indomptables ont été éliminés dès les 8e de finale suite à leur défaite face au Nigeria, 2-0. Par sa démission, Eto'o voulait assumer pleinement son rôle dans le fiasco du Cameroun lors du tournoi continental. Le dirigeant avait également vivement conseillé aux membres du bureau fédéral de l'imiter et de se retirer. Le mandat de l'ancienne star du ballon rond à la tête de la FECAFOOT a été marqué par la participation du Cameroun à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La validation du report de la présidentielle et la prorogation du mandat du président Macky Sall par l'Assemblée nationale a eu l'effet d'une bombe. La décision est loin de faire l'unanimité chez les Sénégalais, partagée entre incompréhension et frustration. C'est comme le sentiment des millions de Sénégalais, tout simplement. C'est un sentiment de frustration parce qu'on n'attendait pas à que Macky Sall reporte les élections. Ça, on doit considérer ça tout simplement, c'est un coup d'État constitutionnel. À mon déception, mais déception, il faut J'avais une déception, mais cette déception est encore plus forte parce que Macky Sall nous avait dit avoir verrouillé la Constitution et que personne ne pourra y toucher, quoi qu'il arrive. Lorsqu'il a voulu ramener son mandat à 5 ans, il est allé voir le Conseil constitutionnel pour qu'il décide. Mais là, il se tourne vers l'Assemblée nationale. Je pense qu'ils sont en train de jouer avec les Sénégalais. Macky Sall est en train de jouer avec les Sénégalais et c'est quelque chose de très grave. Le choc est dur à encaisser pour ces Sénégalais, même si la décision semblait prévisible ces dernières semaines. Selon ce docteur en sciences politiques, la démarche du régime actuel n'a rien de démocratique. Ça relève des pratiques autoritaires, à mon avis, dans des régimes autoritaires. Et au Sénégal, je pense qu'on a vécu souvent dans un nuage depuis des années. On a parlé de l'exception démocratique sénégalaise, un pays... un îlot de stabilité, un pays qui a été pionnier dans le multipartisme, pays où il y a la liberté d'expression, il y a les médias. Mais je pense que depuis quelque temps, ce modèle-là, il est en train de s'effriter, il est en train de s'épuiser. Je pense que nous sommes dans ça. Et il faudra réinventer ce modèle-là. Le vote de l'Assemblée nationale laisse la place à une grosse inquiétude. Ici, beaucoup craignent une réaction de l'opposition. La plupart de ces leaders ont appelé à la mobilisation pour faire face à ce qu'ils qualifient de forfaiture. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. À Dar es Salaam, en Tanzanie, le Village Museum s'est consacré à la préservation de la culture et de l'architecture indigène des groupes ethniques du pays. Son objectif premier est de permettre aux générations futures de renouer avec leurs racines. Il est très important que les gens visitent ces lieux et s'informent sur la culture. Ils peuvent connaître les différents types de huttes, apprendre pourquoi elles ont été construites ainsi. Les visiteurs peuvent explorer des villages recréés, chacun reproduisant la vie d'un groupe ethnique différent de Tanzanie. Les maisons servent d'artefacts historiques et de démonstrations vivantes des compétences et des connaissances transmises de génération en génération. Nous avons différentes tribus qui sont représentées au musée du village. On peut y voir des types de maisons. Il y a les maisons Tembe de forme rectangulaire avec un toit de chaume et de la terre sur le dessus. Les maisons Msonge sont couvertes de chaume et les maisons Banda ont un toit à pignon et se trouvent généralement le long de la côte.
Selon les conservateurs du musée, les jeunes Africains adoptent de plus en plus le mode de vie moderne, ce qui risque de leur faire perdre des éléments importants de leur identité culturelle. Et il n'y a pas que des maisons et des communautés d'inspiration africaine ici. Ils associent la visite du village à des expériences culturelles interactives, comme cette danse à laquelle des visiteurs participent également, pour faire revivre la Tanzanie du XVIIe siècle. Selon les experts, l'architecture fait partie intégrante de toute culture car elle reflète l'histoire, les croyances et les valeurs d'une société. En préservant les styles architecturaux traditionnels, les générations futures peuvent garder un lien avec leur patrimoine. Tout ce qui vient de l'extérieur est toujours considéré comme bon, moderne, à la mode. Et la pression extérieure fait que parfois les gens viennent et considèrent notre architecture vernaculaire comme arriérée, sale, et qu'elle ne montre pas de modernisation. Elle n'est pas sophistiquée à leur manière. Mais je vous dis que l'architecture vernaculaire est plus sophistiquée que l'architecture moderne, et ce après avoir étudié ce type spécifique d'architecture pendant plus de 10 ans. Ses fondateurs affirment que le Village Museum est un pont entre le passé et l'avenir, favorisant une meilleure compréhension et une plus grande appréciation du riche patrimoine du continent. Dans le contexte de montée des tensions en mer Rouge, Djibouti intensifie ses opérations de surveillance le long de ses voies maritimes stratégiques. La crise en cours, alimentée par les attaques des militants houthis du Yémen contre les navires de gouvernement en lien avec Israël, incite les autorités à prendre des mesures pour assurer la stabilité de la région. Lorsque vous sécurisez quelque chose, pas seulement la mer, et que quelque chose se produit, vous devez gagner du temps entre ce qu'il risque de se produire et ce qu'il se passe actuellement. C'est pourquoi nous augmentons nos capacités, nous augmentons la sécurité de cette zone plus qu'avant en fonction de la situation actuelle dans la mer Rouge, dans le golfe d'Aden et à Bab al-Mandab. Djibouti abrite plusieurs bases militaires mais ne fait pas partie de la coalition internationale dirigée par les États-Unis qui a lancé les frappes aériennes contre le groupe Houthi. Cependant, le colonel Bogoré affirme que le pays croit en la coopération avec d'autres nations afin d'assurer la sécurité de cette route maritime stratégique. Nous avons beaucoup d'amis de plusieurs pays qui travaillent en mer, et certains d'entre eux ont été stationnés en isolement sur la côte. Nous travaillons en étroite collaboration, nous allons collaborer et coordonner toutes les missions liées à la sécurité de la région. Cette initiative vise à prévenir toute escalade des tensions dans la région de la mer Rouge et à protéger les intérêts économiques et sécuritaires de Djibouti. Des militants de Greenpeace se sont rassemblés devant la porte du Brandenburg à Berlin pour manifester contre le laxisme des réglementations dans l'industrie de la mode. Nous manifestons aujourd'hui contre le colonialisme des déchets de l'industrie de la mode. Derrière moi, il y a 4,6 tonnes de déchets de mode et de plastique qui atterrissent au Ghana ou dans les mines du Qatar pour être commercialisés en une semaine. C'est fou que nos textiles deviennent des déchets plastiques et qu'ils soient simplement exportés dans d'autres pays. Les manifestants accusent les marques d'éco-blanchiment et affirment que l'industrie doit assumer la responsabilité de la pollution causée par les exportations de déchets dans les pays en développement. Nous devons complètement changer ce modèle. L'alternative à l'achat de produits neufs et à la production de produits neufs doit devenir la nouvelle norme. Cela signifie louer, partager des objets d'occasion, réparer, recycler. Les manifestations ont coïncidé avec le début de la Fashion Week de Berlin, où de nombreuses grandes marques de mode présentent leurs collections automne-hiver. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi au Caire à l'occasion de sa 5e visite au Moyen-Orient depuis le début de la guerre à Gaza. Blinken espère faire avancer un éventuel accord de cessez-le-feu et la planification de l'après-guerre tout en apaisant les tensions régionales. Sa visite intervient également alors que l'Égypte s'inquiète de plus en plus des intentions déclarées d'Israël d'étendre son invasion de la bande de Gaza. Le ministre israélien de la Défense a déclaré que l'armée finirait par cibler la ville de Rafah, où plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants ont trouvé refuge et vivent désormais dans des conditions de plus en plus déplorables. Le Caire craint que les combats à proximité de sa frontière n'obligent les Palestiniens déplacés à passer en Égypte pour se mettre à l'abri.
Les observateurs humanitaires de l'ONU ont déclaré mardi que les ordres d'évacuation israéliens couvraient désormais les 2/3 du territoire de Gaza, poussant chaque jour des milliers de personnes supplémentaires vers les zones frontalières.